Réunis ce soir dans cette salle. En effet, ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu l'occasion d'organiser ce type d'événement présentiel. Et nous avons vraiment pour volonté de diversifier nos événements culturels. Et nous sommes ravis de voir que vous êtes au rendez-vous. Et pour cause, la FACE 06 a toujours eu à cœur d'apporter aux étudiants azuréens toujours plus de culture. C'est pourquoi, il y a 2 ans, avait été créé le pôle académique. C'est au théâtre, à l'opéra, autour d'un livre ou ce soir pour une conférence que nous voulons partager ces moments. Car pour une personne complète au cœur d'une société dynamique, la culture nous a toujours démontré son importance, car elle nous permet de s'élever au-dessus de nous-mêmes. Les étudiants d'aujourd'hui sont la société de demain, alors faisons en sorte que ses membres soient des hommes complets. Ce soir, nous comprendrons mieux les façons de réfléchir, d'apprendre et d'interagir, grâce à notre intervenant Pascal Wagner-Egger, enseignant-chercheur de psychologie sociale et en statistique à l'Université de Fribourg. L'ensemble de la FACE 06 se joint à moi pour remercier la Maison de l'étudiant pour son accueil chaleureux, l'université pour son soutien, Dorian, Manon et Nicolas qui vont faire un travail remarquable ce soir en filmant la conférence, et également l'équipe de FACS avec qui nous avons le plaisir de collaborer ce soir. Donc, sans plus attendre, je laisse la parole à Mathis, membre fondateur de FACS. Bonsoir à tous. Alors, je suis Mathis Brasca. Il y a quelque temps, quelqu'un m'a demandé et m'a conseillé de lire le discours d'Antoine, prononcé par Jules César, prononcé à l'éloge, de la mort de Jules César. Cet éloge, donc, nous montre que le désir de manipuler les foules a toujours existé. Les fake news, la conspiration, la désinformation existaient il y a déjà 2000 ans. Et depuis toujours, elle diminue notre discernement en empruntant des chemins dans notre cerveau. Ces chemins, ce sont les biais cognitifs. Et les révolutions du numérique viennent accélérer aujourd'hui leur diffusion au point de transformer cette désinformation en véritable problème de société. Je ne parle pas de la théorie de la Terre plate, mais plutôt du Trumpisme qui a tendance à contester des élections ou de mouvements anti-vax qui peuvent aller jusqu'à menacer la santé de certains. Ces phénomènes impactent directement la démocratie. Et le réseau FACT est né avec une ambition, une seule, rendre accessible à chacun les outils qui permettent de saisir la vérité, pour la vérité. Donc notre association est apolitique, elle a créé réseaufact.com ainsi que de nombreux comptes sur les réseaux sociaux. Vous y trouverez des entretiens, des analyses d'experts, de chercheurs et maintenant des conférences. Il est donc essentiel pour nous de faire le lien entre d'un côté le monde hermétique des scientifiques et de l'autre côté celui des grands publics. D'abord pour mieux se comprendre nous-mêmes, parce qu'on va apprendre beaucoup de choses, mais aussi pour mieux comprendre le monde. Donc cet événement est une fierté pour notre association qui n'existait pas il y a encore quelques mois. C'est pourquoi j'aimerais remercier ceux qui nous ont aidés. L'association FACE 06 pour sa collaboration si précieuse, ainsi qu'Université Nice-Côte d'Azur et la Maison de l'étudiant pour leur confiance. La situation peut encore s'aggraver dans un monde où le vrai semble aujourd'hui perdre du sens. Et pour changer, nous devons aussi changer. Nous sommes tous les jours, donc, vous allez le voir, victimes de biais, de raccourcis. Et qui aurait cru que l'ennemi de la vérité se logeait dans notre tête et était notre cerveau? C'est ce que l'on va voir tout de suite avec notre invité. Et je vous remercie et je redonne tout de suite la parole à Chloé. Je voulais avant tout remercier notre intervenant pour sa présence ce soir. Et je vous souhaite à tous une très bonne conférence. Alors merci Mathis et Chloé pour cette introduction et merci à toute l'équipe pour l'invitation. Donc ça fait très plaisir d'être ici dans le sud par rapport à Fribourg qui est en Suisse un peu au nord. Donc merci pour l'invitation, c'est un plaisir, un honneur. Et ce soir je pensais vous parler d'un bébé que j'ai depuis 6 mois, il a que 6 mois. C'est un livre que j'ai sorti cette année, donc Psychologie des croyances aux théories du complot. Et vous me direz, c'est sans doute le meilleur moment dans l'histoire de l'humanité pour sortir un livre sur le sujet. Et je vous dirai, vous avez tout à fait raison. Donc, alors, certains de mes amis et de mes ennemis, parce que vous verrez, quand on travaille en fait sur les croyances, eh bien, on se fait beaucoup d'amis et d'ennemis aussi. Dès que vous touchez un sujet politique ou dès que vous touchez à des croyances, évidemment, les gens qui croient vont protéger leurs croyances. Donc vous faites aussi beaucoup d'ennemis, mais comme en politique, c'est très régulier.
Et donc mes amis et mes ennemis m'ont fait le reproche, hein, alors les amis c'était pour rire, mais les ennemis c'était sérieux, m'ont dit mais en fait tu profites de la pandémie, voire tu as disséminé le virus pour profiter de vendre des livres. Et je dirais, c'est comme toute théorie du complot, elle pourrait être vraie, hein, c'est-à-dire que il faut enquêter, c'est le seul moyen de le savoir. Et si on se met à enquêter, on verrait que, en fait, j'ai commencé le livre en 2019, donc ce n'était pas du tout prévu pour la pandémie. Et bien sûr, alors j'ai rajouté un chapitre sur la pandémie, puisque ça a été un véritable festival de théorie du complot. On verra pourquoi. Et donc, voilà. Hein, et en plus, on ne gagne pas beaucoup d'argent avec ça. Si vraiment j'avais voulu m'enrichir pendant la pandémie, j'aurais plutôt écrit un livre complotiste, parce qu'il y a des millions de lecteurs et de lectrices, donc beaucoup plus. Ou un documentaire, hein, vous avez entendu parler de Hold Up, donc ça aussi qui a été visionné et qui a récolté des millions. Donc voilà, tout ça pour dire pourquoi je suis là ce soir. Et donc, ces études sur les théories du complot, j'ai commencé il y a à peu près 15-20 ans, donc ça fait un petit moment, hein, et ce n'était pas du tout non plus à la mode, donc on ne peut pas m'accuser d'opportunisme, en tout cas pour ce sujet-là. Et c'est intéressant, ça montre aussi que la recherche fondamentale est parfois utile, parce qu'à l'époque, quand je travaillais sur le sujet, on me disait « mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un peu bizarre. » Dans les congrès, j'étais dans les divers, hein, les sujets un peu bizarres. Et par contre, les gens, quand ils entendaient parler de ça, ils trouvaient intéressant. Et voilà. Hein, mais effectivement, ce n'était pas du tout à la mode. Et à partir de 2007-2008, avec le 11 septembre, il y a eu des vidéos conspirationnistes sur YouTube et qui ont fait des millions de vues. C'était les premiers grands succès sur YouTube. Et à partir de là, il y a eu, à partir des années ensuite 2010, vous avez entendu en France les attentats terroristes, il y avait des théories du complot à chaque attentat, et il y en aura à chaque attentat. Donc ça s'est développé de plus en plus, et jusqu'à la pandémie, où on verra pourquoi, hein, c'est le terreau favorable pour toutes ces théories du complot. Donc voilà un petit peu l'histoire de ce livre. Alors, les théories du complot, vous les connaissez, hein, à moins d'avoir vécu dans une cave pendant 2 ans. Vous avez vu pendant la pandémie ces théories apparaître. Et il y en a de toutes sortes. Il y a des théories à propos de l'origine du virus. Est-ce qu'il a été créé en laboratoire et disséminé volontairement comme une arme bactériologique? Ça, c'est la vraie théorie du complot. Hein. Il y a une volonté de nuire. Il y a l'hypothèse qu'on peut appeler, je l'appelle un peu le demi-complot, parce que ce n'est pas vraiment un complot, c'est l'accident de laboratoire. Là, ce n'est pas un complot, parce qu'un accident, ce n'est pas un complot. Hein. Le complot, on le verra, mais c'est une action concertée d'un petit groupe de personnes qui agit en secret. Donc l'accident, ce n'est pas un complot, mais il y a un demi-complot ou un petit complot pour essayer de cacher, évidemment, l'accident, parce que les responsables seront punis si ça a été le cas. Donc, il y a eu ceci, il y a eu des théories du complot sur les vaccins, sur les masques, sur le confinement, sur toutes les mesures qui nous priveraient de nos libertés, qui seraient des moyens de nous contrôler, de nous faire obéir, etc. Donc, vous les avez vues, toutes ces théories du complot. Et ce qui est fascinant, c'est que c'est à la fois très moderne, puisqu'on a maintenant ce florilège pendant la pandémie, mais elles sont aussi très anciennes, comme l'a rappelé Matisse, hein, depuis que l'être humain existe et surtout est organisé en société avec des groupes qui luttent pour le pouvoir. On verra qu'on peut accuser les autres, hein, de comploter pour le pouvoir, et on verra qu'on peut aussi accuser facilement nos ennemis en temps de guerre. C'est très pratique le complot, parce qu'on peut accuser quelqu'un de complot et l'attaquer préventivement. Donc c'est une arme qui est très utilisée depuis longtemps, depuis la nuit des temps. Et c'est ça qui est fascinant avec les croyances, quand on étudie les croyances comme moi. Ce qui fascine un peu, c'est qu'on se dit qu'on est dans une société plus technologique, où les gens sont, on a plus de connaissances scientifiques, et pourtant les croyances, elles continuent d'avoir du succès. Donc elles ne diminuent pas, c'est des fois une question, mais on l'explique justement en psychologie. On verra, il y a justement des mécanismes psychologiques et aussi sociaux qui font que en fait, ces croyances sont très attirantes pour notre esprit. Et donc, ça ne nous surprend pas, nous autres psychologues, qu'il y ait un tel succès de ces théories et qu'elles restent. D'ailleurs, la première théorie du complot à laquelle j'avais été confronté, qui m'a fait travailler sur ce sujet, c'était la théorie du complot Apollo, la mission Apollo sur la Lune. Hein, vous avez entendu parler de ça. Et si vous avez vu le documentaire Opération Lune sur Arte, qui passe tous les 1er avril, vous avez cru peut-être, si vous n'avez pas regardé le documentaire jusqu'à la fin, qui disait que c'est un faux documentaire, parce qu'on croit facilement à cette théorie. C'est l'idée que les images qu'on a de la mission lunaire Apollo 11 auraient été filmées par Stanley Kubrick lui-même, parce qu'il tournait 2001 l'Odyssée de l'espace l'année précédente, et donc il aurait tourné dans un hangar, dans un désert américain, les images qu'on a vues.
Et donc, moi, je m'intéressais à une autre type de croyance à l'époque, c'était les croyances justement sur la pleine lune, l'effet de la pleine lune sur les êtres humains. C'est aussi des croyances très anciennes qui scientifiquement sont pas vérifiées, mais par contre qui continuent de demeurer et qui sont intéressantes parce que justement elles subsistent. Il y a des almanachs où vous pouvez planter vos légumes en fonction de le cycle lunaire, vous pouvez planter vos légumes aussi en fonction du cycle. Donc c'est aussi des vieilles croyances qui restent et qui demeurent. Donc voilà comment j'ai commencé à m'intéresser aux théories du complot. Et vous les connaissez, les autres théories du complot classiques. À l'époque moderne, c'est à partir de l'assassinat de Kennedy. Donc la version officielle, ce serait un tueur fou isolé. La théorie du complot, eh bien, c'était un groupe. Alors il y a 20, 30, 50, 100 théories du complot différentes. Ça peut être la CIA, le KGB qui a fait le coup. Ça peut être la mafia cubaine. On a accusé la mafia américaine. On a accusé un peu tout le monde d'avoir tué Kennedy. Donc il y a une multitude de théories du complot là-dessus. En Europe, plus près de nous, ça a été la mort de la princesse Diana dans les années 90, qui a donné lieu aussi à des théories du complot. Certains ont pensé que ce n'était pas un accident, ce n'était pas l'alcoolisme du chauffeur, mais c'était les services secrets anglais qui ne voulaient pas qu'elle se marie avec un musulman. Donc une théorie du complot anti-musulman. Et donc après, il y a eu le 11 septembre, évidemment, en 2001. Alors vous étiez à peine nés, ou vous naissiez pour certains ou certaines. Et là, c'est les premières théories du complot que j'appelle 2.0, parce qu'il y a eu un grand succès sur Internet. Et on verra bien sûr, Internet, c'est un facteur, comme l'a d'ailleurs dit Mathis, c'est un facteur qui est évidemment très important pour les théories du complot. Et c'est la première fois donc, que ces théories du complot étaient aussi partagées aussi largement sur Internet, c'était avec le 11 septembre. Et c'est là qu'en 2008-2010, les journalistes ont commencé à me poser des questions, mais qu'est-ce que c'est que ces théories, etc. Pourquoi elles ont autant de succès, Et au départ, moi, je n'avais pas vraiment d'idée, c'est-à-dire que en tant que psychologue, j'étudie les croyances sans vraiment me poser la question de savoir si elles sont vraies ou fausses, parce que peu importe, finalement, pour un psychologue, ce qu'on veut savoir, nous, c'est qui sont les gens qui croient plus et qui sont ceux qui croient moins, et pourquoi est-ce qu'on y croit tous et toutes parfois. Et donc c'est ça qui nous intéresse en premier lieu dans mes articles scientifiques, c'est de ça que je parle. Mais la question de savoir, évidemment, est-ce que c'est vrai ou c'est faux, est-ce que c'est rationnel ou pas, ces théories du complot, c'est vite venu et on me demandait toujours mon avis là-dessus. Et là, c'est pas mon avis, c'est pas les recherches scientifiques que j'ai menées là-dessus qui me donnent cet avis, mais c'est plutôt des réflexions. Et j'ai discuté énormément avec des complotistes, d'abord par email, depuis les années justement 2008 ou 2006, et ensuite maintenant sur les réseaux sociaux. Donc je passe toujours un petit moment de ma journée. J'essaye de limiter quand même à moins d'une heure, mais j'ai toujours des échanges avec des gens qui soutiennent ces théories et des fois les débats sont assez houleux, mais c'est très intéressant de voir. Ça me permet aussi de développer des arguments ou de voir si leurs arguments sont bons ou mauvais. Et donc c'est très intéressant de faire ceci. Donc voilà un petit peu ce que je fais parfois un petit moment dans la journée. Et donc on va peut-être donner une définition tout de suite des théories du complot. Qu'est-ce que c'est que ces théories du complot? Alors moi, j'utilise cette définition qui est en fait, ce sont des accusations. Finalement, ce n'est pas juste des théories. Le terme théorie, il est finalement assez mal choisi. Parce que en fait, alors certaines personnes qui soutiennent ces théories nous disent oui, on est des scientifiques, on est quelque part, on est rationnel, on doute. Alors ce qui est vrai, mais on verra, c'est pas tout à fait vrai. Et on a simplement des théories alternatives. Mais non, c'est pas des théories alternatives, c'est pas des hypothèses, simplement. C'en est, mais elles n'ont pas le même statut. Donc c'est ça qui est important à voir en premier, c'est que finalement c'est des accusations graves, voire très graves. L'accident de laboratoire, alors, c'est une accusation, donc il y a des responsables et les gens seront traduits devant la justice si c'est le cas. Donc on ne peut pas faire à la légère ce genre d'accusation. Déjà. Et par contre, si c'est la version officielle, c'est l'origine naturelle du virus, là, les pangolins ou les chauves-souris ne seront pas traduites devant un tribunal, il n'y aura pas de conséquences. Donc on voit déjà qu'il y a une petite différence entre la théorie du complot et, si on veut, une version officielle. Et la théorie du complot, donc le virus qui a été fait en laboratoire et qui a été disséminé exprès comme une arme bactériologique, c'est encore plus accusatoire. Là, ça devient vraiment, ceux qui ont fait ça, ils auront la chaise électrique ou alors 1000 ans de prison si c'est aux États-Unis. Donc on voit bien que ces théories du complot, finalement, c'est quand même des accusations.
Et c'est pas, moi on me disait, mais c'est juste une théorie différente. Non, il faut bien en être conscient. Et quand on accuse pendant la pandémie Macron d'empoisonner sa propre population, c'est une accusation. Hein, c'est pas juste une hypothèse ou juste une idée. Donc ça, les complotistes l'oublient un peu parce que on nous dit, mais quand vous parlez de complotistes, il y a une connotation négative et c'est vrai, mais je dirais qu'elle est un peu méritée quand même. Et ils nous disent, mais c'est de la calomnie, vous nous calomniez, etc. Mais j'ai envie de dire, ben, la théorie du complot elle-même, c'est une calomnie bien plus grande. Si vous accusez des élites d'être des pédophiles satanistes, c'est une forte accusation. Hein. Donc voilà. Donc il faut rappeler un petit peu ça. Dans la définition, on a tendance un petit peu à l'oublier. Alors moi, j'avais un point de vue assez neutre, puis plus je me suis intéressé à ces théories du complot, plus je dois dire que je suis sceptique envers les théories du complot. Donc elles ne m'ont pas rendu... Alors il faut rester sceptique aussi envers les versions officielles, bien sûr, mais vous verrez qu'il faut être aussi sceptique envers les théories du complot. Et plus on les rencontre, et plus on s'aperçoit d'erreurs, de méthodes et de choses qui posent problème. Et par contre, il y a des complots, hein, il y aura des vrais complots, on va voir tout de suite justement, et c'est ça qui est intéressant, hein, c'est de faire la différence entre ce qu'on pourrait appeler des vrais complots ou des complots avérés et les théories du complot. On pourrait croire que c'est la même chose finalement, hein, on pourrait se dire finalement une théorie du complot c'est un complot qui est peut-être vrai, peut-être faux. Et là, c'est en apparence juste parce qu'en fait il y a un problème de méthode. On verra la différence entre ces vrais complots et les théories du complot. C'est pas juste que c'est une théorie du complot qui est devenue vraie. En fait, il y a une grosse différence de méthode. C'est pas du tout la même méthode et aucune théorie du complot avec cette méthode-là, on n'arrivera pas en fait à détecter un vrai complot. Alors, je vous propose pour faire une première petite pause pour illustrer cette différence entre ces fameux vrais complots ou les faux complots, hein, ou la mauvaise méthode pour trouver des complots, je vous propose une première vidéo qui est assez didactique. Alors c'est pour les jeunes, donc vous verrez, ils insistent un peu, mais c'est très intéressant les images et les cas qu'ils vont prendre. Donc voilà ici ce petit film. Toutes les théories du complot, donc les plus invraisemblables comme les plus vraisemblables, sont toutes basées sur cette même méthode. C'est-à-dire, vous avez ce qu'on appelle des données erratiques. Donc en fait, ces gilets pare-balles, c'est ce qu'on appelle une donnée erratique, c'est-à-dire quelque chose qui a l'air bizarre de premier abord. Et c'est vrai que quand on voit ça, on se dit mais c'est bizarre. Et on voit très bien que notre esprit, il part très vite dans la croyance. Et c'est justement ça qu'on connaît bien en psychologie, c'est qu'on sait que l'être humain croit trop vite à certaines choses sans preuve suffisante. Donc c'est pour ça que je vous disais, je n'avais pas fini la définition des théories du complot, mais pour moi c'est des accusations graves, voire très graves de complot, sans preuve suffisante. Et sans preuve suffisante parce que justement, ces gilets pare-balles, ça pourrait être un complot, mais pour le savoir, il faut changer de méthode, il faut enquêter. Si vous croyez à partir de choses bizarres sur Internet, vous n'allez jamais découvrir un complot. Donc c'est ça aussi la critique principale que je ferai aux théories du complot et aux complotistes, aux gens qui les soutiennent beaucoup et qui sont des fois très énervés. Je leur dis, voilà, il y a deux attitudes différentes, deux méthodes complètement opposées. Et je distingue des fois, pour que ce soit clair, je parle de la religion du complot et la science du complot. Parce que la religion, c'est, qu'on le veuille ou non, c'est croire sur la base de preuves insuffisantes. C'est-à-dire que pour des scientifiques, en tout cas, c'est insuffisant le ressenti ou ce qu'il y a écrit dans des livres anciens. Et donc là, on est bien dans ce cas-là. Et si vous voulez, toutes les croyances sont basées sur cette même méthode. Si vous prenez ceux qui croient à des extraterrestres qui apparaissent de temps en temps, c'est des données erratiques, c'est des lumières dans le ciel, c'est des drôles de trucs dans les vidéos, etc. Ça pourrait être des extraterrestres, mais ça pourrait être plein d'autres choses. Donc un scientifique, ça ne va pas lui suffire, même si c'est évidemment pas forcément faux, mais vous voyez qu'il y a un problème un petit peu de méthode. Et on peut croire à tout, si on se base sur cette méthode, parce que des choses bizarres, on pourra en trouver partout. Ou alors des coïncidences, par exemple la pandémie, moi je sors ce livre, c'est une coïncidence. Si on commence à interpréter de toute façon qu'il y a un lien entre les deux et que j'ai fait exprès, c'est peut-être vrai, mais on risque aussi de se tromper. Et la seule façon, c'est d'enquêter. Et ça, j'appelle ça la science du complot, parce que finalement, les complots, on voit une caractéristique intéressante, c'est qu'on peut les prouver. On ne peut pas prouver qu'ils n'existent pas. Parce qu'un complot qui est très bien caché, on ne pourra jamais le savoir. C'est comme les licornes. Si elles sont bien cachées derrière la face de la Lune, qu'on ne voit jamais, on ne les verra jamais. Et si en plus elles se cachent à l'intérieur de la Lune, quand on ira explorer la Lune, on n'en saura jamais qu'il y en a. Donc on ne peut pas prouver qu'elles n'existent pas. Par contre, on peut prouver qu'elles existent. Si on en voit une et que tout le monde la voit et que tout le monde la filme, tout le monde croira qu'elles existent. Et c'est la même chose pour les complots. Et c'est la même chose pour les extraterrestres.
Si un extraterrestre arrive sur Terre et il dit à tout le monde coucou, je suis un extraterrestre, bah, tout le monde y croira, hein, donc il n'y a plus de doute. Alors que si c'est des choses bizarres qu'une personne a vues et qui sont sur une photo ou sur un film, bah, ça ne suffit pas. Hein. Ça pourrait être évidemment la trace d'un extraterrestre, mais ça pourrait être plein d'autres choses. Donc vous voyez qu'ici, il y a vraiment une méthode de croyance qui est toute différente de la méthode scientifique. Et les complots, ça peut se prouver, c'est-à-dire que vous devez arriver avec des preuves directes du complot et pas des éléments, ces données erratiques, hein, ces anomalies apparentes, bah, c'est des éléments bizarres, peut-être, de la version officielle. Mais ce n'est pas des preuves du complot. Les preuves du complot, c'est si les gens ont fait ça, on peut enquêter, trouver des preuves et ensuite les faire avouer devant un tribunal. Comme on finit par être condamnés, hein, les 7 nains, même s'ils disaient, ils ont continué de nier que la nicotine était mauvaise, mais ils ont été condamnés. Donc on a prouvé qu'il y avait eu un complot, ils avaient fait de fausses études scientifiques pour montrer le contraire, ils niaient jusqu'au bout, donc là on peut le prouver. Et c'est ça qui est difficile parfois avec les croyances, c'est de dire l'esprit scientifique, c'est de ne rien croire si ce n'est pas prouvé. Hein, et ce n'est pas facile parce qu'on doit dire, par exemple dans l'hypothèse du laboratoire en Chine, on doit se dire que peut-être il y a des éléments qui poussent vers l'idée que ce serait un accident de laboratoire. Hein, il y a des enquêteurs qui ont montré certains éléments bizarres, mais ça peut être un complot, enfin un accident, mais on n'est pas sûr. Et tant qu'on n'aura pas une enquête qui va et qui trouve des preuves et qui dit c'est lui, c'est elle et qu'ils avouent, on ne le saura jamais. Hein, et il faut valider ces preuves devant un tribunal. C'est ça toute la difficulté de la science du complot qui est beaucoup plus difficile que la religion du complot, parce que c'est facile de croire à tous les complots qu'on veut sur la base de vidéos sur Internet qui nous montrent toutes ces données erratiques. Vous verrez toutes les vidéos, même sur la Terre plate, c'est des données erratiques. On vous dit, mais c'est bizarre, quand vous êtes sur un carrousel, vous avez le vent qui vous... parce que vous allez vite, et sur la Terre, on bouge à 1200 km/h et on sent rien. Hein, donc c'est bizarre. Oui, c'est bizarre, mais en apparence, c'est bizarre. Ou la mission Apollo, on va vous dire, mais c'est bizarre, sur les photos, il n'y a pas d'étoiles, etc. Mais nous, on n'est pas astronautes, on n'est jamais allé sur la Lune, on ne sait pas pourquoi c'est bizarre. Donc il y a des explications pour la plupart de ces données erratiques. Hein. Mais ça, c'est voilà, une première distinction entre la... J'ai eu un problème de batterie. On peut continuer sans... Si je parle fort, je pense que... Donc ça, c'est un problème hein, de définition entre la science du complot ou la religion du complot. Et ça, c'est important, justement, pour se dire, moi, maintenant, c'est ce que je dis aux théoriciens du complot, je leur dis, peut-être que vous avez raison, mais la seule façon, c'est de faire une enquête et de le prouver. Et pour ça, il y a des lanceurs d'alerte, hein, mais ça prend des années sur un seul sujet, donc vous n'allez pas sur Internet, les complotistes, ils sautent d'un complot à l'autre, quand le 11 septembre, c'est fini, donc maintenant, ils partent sur la pandémie, etc., donc ils croient à tous les complots possibles et imaginables. Mais si on veut être un lanceur d'alerte ou une lanceuse d'alerte, comme ça existe, il faut se concentrer sur un problème et enquêter pendant des années. Et si en plus vous n'êtes pas enquêteur professionnel, donc vous n'êtes pas journaliste ou procureur, ça prendra encore plus de temps. Hein, et c'est comme ça que c'est ça les vrais lanceurs et lanceuses d'alerte. Alors, moi je dirais les complotistes sur Internet, c'est un peu des lanceurs ou lanceuses d'alerte du dimanche, c'est-à-dire que voilà, ils se basent sur des sites alternatifs, donc on sait pas du tout, on connaît pas du tout la qualité des informations. Donc voilà, hein, on voit maintenant un petit peu la différence entre les vrais complots et donc ça ne justifie pas le fait qu'il y ait des vrais complots, ça ne justifie absolument pas les théories du complot, parce qu'il faudrait enquêter, et si on n'enquête pas, en fait, ça ne sert à rien. Alors, des fois, je dis, mais en fait, ça ne sert à rien, c'est-à-dire, par exemple, prenez Sarkozy pendant l'enquête, hein, donc avant qu'il soit condamné, est-ce que ça servait à quelque chose qu'un camp dise, oui, je suis sûr qu'il est coupable, regardez sur Internet, il y a plein de trucs, et qu'un autre camp dise, non, je suis sûr qu'il est innocent, etc. Ça ne servait à rien, hein, c'est-à-dire que si vous n'étiez pas au tribunal, si vous n'étiez pas avocat ou juge, ou vous enquêtiez sur l'affaire, ça sert un peu à rien. Et ça, c'est pas facile à entendre comme discours parce que les gens veulent participer, hein, ils veulent évidemment savoir ce qui se passe. Et en fait, nous, on ne peut pas faire grand-chose. Hein. On peut que essayer de payer ou demander des enquêtes, voilà. Donc, payer des journalistes ou soi-même se transformer en lanceur d'alerte, mais c'est difficile. Donc voilà pour ces premières choses sur ces théories du complot. Ensuite, ce que j'ai fait, c'était des études pour savoir qui croit plus ou moins. Hein. Ça, maintenant, je vais parler plutôt du contenu de ces études en psychologie. Donc, en fait, on a cherché d'abord à voir qui croit plus, qui croit moins à ces théories. Et on a remarqué une première chose qu'on a appelée la mentalité complotiste. Il y a une mentalité complotiste, une tendance à interpréter le monde en termes de complot. Il y a des gens qui croient à plein de complots et plus vous croyez à un ou deux ou trois, et plus vous allez croire aux autres. C'est assez logique finalement. Et moi je l'ai remarqué sur les réseaux sociaux parce que nous on fait des recherches par questionnaire, donc c'est quantitatif, c'est méthodologique, mais c'est un peu du big data parce qu'on ne sait pas qui a répondu. Des fois c'est nos étudiants, donc on les connaît, mais des fois c'est des gens en France ou aux États-Unis ou ailleurs.
Et donc c'est un peu du big data, mais moi je le vois tous les jours en discutant sur les réseaux sociaux. Donc quand on discute avec certains complotistes, ils vont vous dire le Covid c'est un complot parce que le World Economic Forum de Davos c'est un complot qui dure depuis 20 ans et donc le Covid c'est juste la dernière partie du complot. Alors, donc en fait ils vont croire à plusieurs. Et c'est même assez logique parce que si vous imaginez que les attentats de Charlie Hebdo c'était un complot du gouvernement, donc un faux attentat terroriste pour accuser les musulmans et pour les punir, d'abord c'est une accusation assez forte, il faudrait des preuves élevées que vous n'avez pas évidemment, mais en plus c'est quelque chose de complètement immoral. Si un gouvernement a fait une chose pareille, bon, ce qui est possible, mais s'il l'a fait, tous les autres gouvernements pourraient le faire. Donc en fait, si vous croyez à un complot, vous allez croire à tous les autres. Et comme vous croyez sur base de preuves insuffisantes, vous pouvez croire à plusieurs, parce que si vous allez vous contenter de preuves insuffisantes, vous pouvez croire à tout. Et c'est pour ça qu'on a une espèce de mentalité qui va vers la religion ou la secte, même plutôt la secte ou l'extrémisme religieux, parce que une croyance, quelle qu'elle soit, si elle est modérée, elle fait de mal à personne, religieuse ou autre, ou complotiste même, ça fait de mal à personne, mais une croyance extrême, elle commence à devenir dangereuse. Dans tous les domaines, complot, paranormal aussi, si vous êtes un gourou et que vous profitez des gens de votre secte, ça devient problématique. Donc il y a toujours un stade où la croyance devient excessive et devient dangereuse. Et là, c'est un petit peu ce qu'on a avec les théories du complot. On a une espèce de pente glissante qui fait qu'on accepte de plus en plus de complots et on arrive vers une dérive sectaire parce qu'en plus, vous allez après avoir un groupe d'amis qui va vous donner de nouvelles théories du complot et vous avez finalement une espèce de vision du monde complètement complotiste. Et c'est très difficile de sortir de ça, comme de toute secte, parce que vous devez d'abord admettre que vous êtes trompé pendant des années et que vous avez cru des balivernes, mais en plus vous quittez votre seul groupe social qui vous reste parce que vous êtes disputé avec tous vos amis, puisque ça engendre des conflits et si les gens ne croient pas à votre théorie du complot, ça fait vite des inimitiés. Et voilà, donc on a bien un petit côté un petit peu religieux sectaire, on pourra en discuter encore pendant la discussion, parce qu'il y a eu aussi des affaires les complotistes nous ont fait, les QAnon depuis 2020, et puis les coronasceptiques ont fait la même chose, des annonces, des prophéties. Ils nous disaient à moi, demain tu vas tomber de ta chaise, tu vas changer le contenu de tes cours, parce qu'en octobre, ils allaient arriver avec des preuves de fraude massive aux États-Unis. Et donc Trump allait arriver avec Q et ils allaient mettre tous les démocrates en prison. Et ça avait fait en octobre, ensuite ça ne s'est pas passé, après en novembre ils m'ont annoncé, ensuite en décembre, en janvier 2 fois. Et voilà. Et ce qui était fascinant, c'est que plus ils annonçaient et plus ça se passait pas, et plus ils y croyaient encore. Donc ça c'était assez marquant. Est-ce que... Oui, vous m'entendez, comme ça je parlerai moins fort. Donc voilà, ça c'était assez fascinant ces annonces, parce que les gens y croient de plus en plus, et ça on le connaissait en psychologie sociale. Il y avait une étude où des psychologues sociaux sont allés dans une secte qui annonçait la fin du monde en 1953. Alors elle n'a pas eu lieu puisqu'on est là pour en parler, mais ils sont allés dans cette secte et la fin du monde avait lieu comme d'habitude le 21 décembre à minuit. C'est le solstice d'été ou d'hiver, mais plutôt d'hiver parce que la journée rétrécit, c'est la nuit, donc c'est là que la fin du monde a le plus de chances d'apparaître. Et on a eu ça en 2012 avec le calendrier Maya, c'était aussi le 21, je crois, ou non, c'était le 12 décembre, je ne sais plus exactement. Mais c'était dans ces eaux-là. Et dans cette secte, ils annonçaient la fin du monde, elle n'a pas eu lieu. Et étonnamment, les gens, certains sont partis quand même de la secte, qui étaient là depuis pas longtemps. Ils ont dit, mais c'est quoi, c'est n'importe quoi. Mais les autres sont restés, et le lendemain, ils ont eu un comportement incroyable, c'est qu'ils étaient encore beaucoup plus prosélytes. Ils invitaient tout le monde à venir dans la secte, ils étaient sûrs d'avoir raison, parce qu'ils ont eu... Alors, la gourou, qui était une femme, a eu une explication pour faire passer la pilule. Elle a dit, mais parce qu'on a prié, on a sauvé le monde. Et les gens sont devenus encore plus croyants, alors qu'un scientifique, ce serait l'inverse. C'est-à-dire, si vous faites des prédictions aussi ratées que celle-là, à répétition en plus, pour les QAnon, eh bien, vous dites, mais j'ai un problème avec mon modèle, avec ma théorie, il faut tout revoir. Donc, alors que là, on y croit pour le plus tard. Et les QAnon, ils y croient encore. Il y a eu des rumeurs cet été en août. Ils m'ont dit dans 6 mois. Quand ça ne s'est pas passé le 16 janvier, ils ont dit mais ce sera l'armée va faire ça plus tard, dans 10 ans, etc. Et les coronasceptiques, pareil. Ils m'ont dit depuis le mois d'avril, il y aura des procès Covid dans le monde entier. La supercherie sera démasquée. Et on les attend toujours. Il y a eu des dates précises. J'ai eu le 2 et 3 juillet. 2 juillet en Europe, 3 juillet aux États-Unis. Rien du tout. Bon, voilà. Et maintenant, on m'a dit ce sera fin de l'année. Et ensuite,
finalement, mon ami complotiste m'a dit, mais c'est dans 12 ans. Hein, parce que Sarkozy, ça a pris 12 ans, donc il attendra. Donc il faut que j'attende maintenant 12 ans pour lui en reparler. Mais chaque fois, je vais évidemment le lendemain de la prédiction ratée leur demander, alors qu'est-ce qui se passe là? Bon, j'aime bien, c'est un peu cruel, mais en même temps, ça leur montre qu'il ne faudrait pas trop se fier à des sites alternatifs qui vous disent que demain, il va se passer ceci ou cela. Hein. Ça invite les gens aussi à faire preuve d'un esprit plus scientifique où on se dit, pour une prédiction, il faut avoir des bonnes preuves pour dire que tout va se passer. C'est possible que ça arrive un jour, finalement, ces procès, j'en sais rien. Mais en tout cas, il ne faut pas trop y croire. Ça, c'est ce que nous montrent un petit peu ces exemples. Donc, il y a cette mentalité complotiste. Et ensuite, les recherches ont essayé de montrer qu'est-ce qui est lié à ces croyances. Et ça, c'est des recherches en sociologie, en psychologie. Et on trouve des explications. Donc, et c'est des causes possibles. Pourquoi on a autant de complotisme, pourquoi autant de croyances. Et je dirais, moi je résume ça, alors il y a plus de détails dans mon livre, mais en 3 familles de causes. Il y a 3 grandes familles de causes qui peuvent expliquer pourquoi il y a du complotisme autant actuellement. Alors la pandémie, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de théories du complot parce que c'est une longue durée. Et on sait que pendant les guerres, les gens ils partagent plein de rumeurs, ils ont peur, etc. Donc ça, on le connaissait déjà. Mais la pandémie, vous avez aussi le fait qu'il y a le virus, il y a ceci, il y a cela, il y a plein de voies d'entrée pour les théories du complot. Donc il y a beaucoup de choses possibles ici avec cette pandémie. Et donc, une chose qui est intéressante avec ces théories du complot, c'est que finalement, la première cause, si on devrait dire pourquoi il y en a autant actuellement, pas seulement pendant la pandémie, mais même avant, la cause première, c'est Internet, indubitablement, parce que ces 20 dernières années, qu'est-ce qui a changé dans nos sociétés? C'est les réseaux sociaux, c'est Internet, c'est nos téléphones, etc. Et effectivement, c'était quelque chose de bien, de pratique, et on se disait, la connaissance pour parcourir le monde, elle est gratuite, donc c'était génial, Internet, mais on s'est rendu compte que la connaissance, tout le monde peut mettre tout ce qu'il veut sur Internet. Et comme dans tous les domaines, il y a plus de non-spécialistes et infiniment plus de non-spécialistes que de spécialistes, en fait, statistiquement, c'est logique, vous aurez beaucoup plus de mauvaises informations sur Internet. Et pour aller chercher la bonne information, il faut faire attention à tout ce qu'il y a de faux sur Internet. Et Internet, alors, ça permet de propager des rumeurs à une échelle inégalée dans l'histoire de l'humanité, parce qu'avant, ça passait de bouche à oreille, et puis, ou alors par la radio, par les journaux, mais ça disparaissait, ça touchait beaucoup moins de monde. Là, en quelques clics, vous avez des milliards de personnes. Trump, il tweetait des trucs, et il y avait des millions de gens qui retweetaient, donc ça se fait instantanément. Ça fait le tour de la Terre très vite. Donc ça, c'est nouveau. Et l'autre chose avec Internet, c'est que ça stocke aussi toutes les informations. Il y a plein de rumeurs dans l'histoire qui ont disparu et on n'en parlait plus, mais c'est toujours un peu les mêmes qui reviennent. Par exemple, les enlèvements d'enfants, les pédophiles, ça c'est une rumeur qui date de Mathusalem. Pendant la Révolution française, on pensait que les nobles aussi, quand des jeunes avaient disparu, on pensait qu'ils c'était les nobles qui étaient pédophiles satanistes et qui enlevaient ces jeunes. Donc ça existe depuis très longtemps. Et maintenant, avec Internet, si vous tapez complot pédophile des élites, vous allez tomber non seulement sur les accusations contre Biden, justement des QAnon, mais vous allez tomber aussi sur le Pizzagate d'Hillary Clinton d'il y a quelques années, et vous allez tomber encore sur l'affaire Dutroux en Belgique, par exemple. Donc vous allez vous dire, si vous êtes déjà un peu complotiste, si vous avez déjà vous méfiez, vous allez vous dire, là, c'est pas possible, il y a trop de cas pour que ce soit faux. Il n'y a pas de fumée sans feu, et ça c'est un faux raisonnement qui n'est pas scientifique, mais qui est très classique sur Internet. Il n'y a pas de fumée sans feu. De nouveau, c'est données erratiques. C'est possible qu'il y ait un énorme réseau pédophile, mais il faudrait enquêter, c'est la seule manière de le savoir. Et quand on enquête, on se rend compte que oui, alors il y en a, il y a Epstein et compagnie, mais il y en a aussi dans le bas peuple, il y en a autant et même peut-être plus. Donc, bref, ce n'est pas une affaire de croyance, en tout cas, qu'on ne peut pas simplement croire à ça. Donc là, on voit un petit peu cette idée-là. Et alors, donc Internet, c'est la première cause du succès du complotisme. Et Internet rencontre aussi notre façon de penser. C'est ce que Mathis disait à propos des biais cognitifs. Ça, c'est peut-être la chose la moins connue parce que c'est vraiment les recherches en psychologie qui étudient ça. Et nos biais cognitifs, en fait, c'est des façons de croire, justement, de croire trop vite à certaines choses qui rencontrent Internet. Sur Internet, on a plein d'informations et nos biais cognitifs, c'est des façons en fait rapides de penser. Les biais cognitifs, on parle aussi d'heuristiques parfois. Alors les heuristiques, c'est des manières très rapides de penser qui étaient très utiles
hein, et ça peut marcher, mais en fait, on risque de se tromper. Et en fait, l'hypothèse qu'on fait, c'est que ça viendrait de notre passé, hein, du développement de notre cerveau. Et en fait, notre cerveau, pendant des centaines de milliers d'années, le but, ou même avant, puisque même pour les animaux, c'est pareil, le but du cerveau, c'est pas d'arriver à la vérité, hein, c'est pas d'être un scientifique. Le but du cerveau, c'est la survie. C'est d'arriver à survivre dans un environnement hostile. Et c'est pour ça qu'on aurait développé, en tout cas c'est une hypothèse, hein, des psychologues cognitivistes, comme on les appelle, on aurait développé cette façon, ces biais, ou ces heuristiques, parce qu'au départ c'était pour nous sauver la vie, qui deviennent des biais parce que quand on les applique aux croyances, ça ne marche plus. Mais au départ, ça devait nous sauver la vie. Alors imaginez, ça c'est des études en laboratoire, hein, où on teste ce genre de choses, mais ce qui est bien avec cet exemple, c'est qu'on peut le ressentir soi-même. C'est-à-dire que si vous vous promenez dans une forêt la nuit, et que vous n'avez pas beaucoup de lumière et qu'il y a du bruit un peu partout, vous verrez très vite que vous allez commencer à paniquer. Et imaginez que c'est des chiens dangereux, des loups, des ours, hein, même s'il n'y en a pas dans votre région. Et ça, c'est justement un phénomène très courant et très répandu. Hein. Les gens plus courageux, moins courageux, ça ne change pas grand-chose. Bon, vous me direz, il y a aussi l'influence des films d'horreur, ça oui, mais voilà, même celles et ceux qui n'ont pas vu beaucoup de films d'horreur comme moi, hein, sont vite en train d'interpréter ces bruits comme des dangers. Et ça, c'était utile dans notre histoire, parce que ça nous permettait de survivre, hein, de penser que c'est un danger. Et nous, il faut voir aussi qu'on est les descendants, on est les enfants de ceux qui ont survécu, hein, de celles et ceux qui ont survécu. Donc en fait, nous, on est les enfants de ceux qui étaient le plus parano, un petit peu, hein, enfin un degré assez moyen, mais un degré certain de paranoïa. Et parce que c'est de la paranoïa de se dire j'ai un bruit dans mon dos, donc c'est forcément un danger, quelque chose de mal. Hein. Mais c'était très utile d'avoir un petit degré de paranoïa pour la survie. Et maintenant, c'est plus utile. Alors voilà comment est-ce qu'on explique ces biais cognitifs. On fait l'hypothèse que dans notre cerveau, il y aurait deux façons de penser, deux modes de pensée, ce qu'on appelle système 1 et système 2. Donc ce système 1, c'est justement ce mode de pensée très rapide, intuitif. On parle aussi d'intuition, quand on a une intuition, que ceci, que cela. En fait, nos intuitions, en psychologie, on voit qu'elles nous trompent très souvent. Parfois, elles sont utiles, hein, dans certaines situations spécifiques, mais le plus souvent, quand on a des impressions, ça foire. Hein. Donc, il y a des exemples, par exemple... une fois, ils ont fait un faux crop circle. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo. C'est des sceptiques sur YouTube qui ont fait un faux crop circle, donc un cercle de culture dans les champs pendant une nuit. Et il y a les croyants qui sont arrivés, c'est ceux qui pensent que c'est d'origine extraterrestre. Et là, on voit très bien les croyants arriver et dire oh, c'est tellement parfait, c'est pas des humains qui ont fait ça. Et il y a des théories, etc. Alors, donc on voit qu'ils croient trop facilement. Et on voit leur pensée intuitive, on voit qu'ils mesurent des ondes, ils ressentent des ondes. Donc, comme je vous disais, le ressenti, ce n'est pas une preuve scientifique, parce qu'ils ressentent plein de trucs et ils sentent des énergies extraterrestres. Et en fait, ce qui est drôle dans cette vidéo, que je peux vous envoyer si ça vous intéresse, c'est qu'on voit la différence avec la méthode scientifique. En 5 minutes, il y a deux scientifiques qui arrivent et en 5 minutes, ils disent moi, c'est des êtres humains qui ont fait ça, et ensuite ils repartent. Hein. Donc ils ont des critères très simples. Et les scientifiques pourraient quand même admettre que ce n'est pas des humains. Hein. S'ils ne trouvaient pas les traces, ils auront quelques critères très simples. Par exemple, un chemin caché. Quand il y a un crop circle, au début, vous commencez par faire une ligne droite où les gens marchent comme ça, et donc ils écrasent juste les épis de maïs. Alors il faut regarder où il est, puis en fait vous allez le long de la figure et vous trouvez ce chemin caché. Et si vous le trouvez, c'est que c'est des humains. Si par contre il n'y était pas, là on commencera à se poser des questions. Donc on voit aussi bien la différence entre la méthode scientifique et la méthode des croyances, hein, ici. Donc voilà, ces biais cognitifs, on sait qu'on croit trop vite à partir de quelques coïncidences. Ça aussi, les coïncidences, ça donne lieu à toutes sortes de croyances. Les complots, par exemple. J'ai lu sur les réseaux sociaux, hein, ce n'est pas seulement une idée, des gens qui disaient c'est bizarre parce que la 5G, ça vient de Chine, et le virus aussi. Vous avez entendu ça. Et donc, on fait l'idée, il y a une coïncidence, je ne crois pas, hein, c'est le fameux dicton, et ils vont penser qu'il y a un lien entre les deux, et même qu'il y a un lien de causalité. Donc c'est la 5G qui active le virus ou l'inverse. Hein. Et ça, c'est une chose passionnante de notre esprit, parce que c'est en fait, nous-mêmes, on est sujet à ce biais, hein, tout le monde. Et l'exemple que j'aime bien, c'est celui de la pleine lune. Hein. Ça vous est sans doute déjà arrivé qu'une nuit d'insomnie, vous vous levez et vous voyez qu'il y a de la belle lumière dehors. Hein, ça vous est arrivé ? Dites-moi. Alors, vous voyez ça, et si c'est répété quelques fois, 4-5 fois, vous commencez à vous dire, non, mais ce n'est pas une coïncidence. Chaque fois que j'ai une insomnie, il y a la pleine lune. Donc, vous allez très vite penser qu'il y a un lien, et un lien de causalité, c'est la pleine lune qui vous empêche de dormir. Et comme pour toutes les croyances, ça pourrait être vrai,
mais il faut des enquêtes beaucoup plus poussées, il faut des preuves, c'est des preuves insuffisantes pour un scientifique. Parce que déjà, vous pouvez faire déjà cet exercice-là, il faudrait compter aussi le nombre de nuits où on avait une insomnie, mais il n'y avait pas de pleine lune. Et ça, on ne le remarque pas parce qu'il fait nuit, puis c'est normal qu'il fasse nuit dans la nuit. Et donc, vous n'allez pas vous dire « Ah, quelle belle absence de pleine lune hein, !» Vous n'allez pas remarquer ça. Alors que vous allez voir la lumière, vous allez dire « Ah, quelle belle pleine lune !» Donc là, on voit très bien qu'on est centré sur les coïncidences. Hein. Notre esprit est évidemment attiré par ces coïncidences. Et il faudrait compter aussi le nombre de fois où on a bien dormi et il y avait la pleine lune. Mais comme on a bien dormi, on n'a pas vu qu'il y avait la pleine lune. Et il faudrait compter le nombre de fois où on a bien dormi et il n'y avait pas de pleine lune. Et il faudrait répéter ça pendant des milliers de nuits et sur des milliers de personnes. Et si on le faisait, on verrait qu'il n'y a pas de lien entre la pleine lune et le sommeil. Il y a même des études en laboratoire à Fribourg. Les étudiantes et étudiants peuvent faire des expériences. Ils mettent un casque sur la tête et ils dorment avec ça. On les réveille la nuit pour leur apprendre des choses, pour voir si le sommeil permet l'apprentissage. Et c'est vrai. Donc, vous pouvez vous intéresser à ces études parce que ça améliore la mémoire. Et donc, eux, on mesure les ondes alpha et on peut très facilement voir si en période de pleine lune, ils ont plus de difficultés à dormir. Et les chercheurs et chercheuses ont fait ça, ils ont trouvé qu'il n'y avait pas de lien avec la pleine lune. Le seul lien qu'il pourrait y avoir, c'est la lumière. Effectivement, la lumière de la pleine lune peut nous faire moins bien dormir à cause de la lumière. Bon. Ce n'est pas très magique, hein, tout ça. Mais voyez comment les coïncidences, comment ces biais cognitifs qui sont utiles pour la survie, c'est utile de se dire, de penser que le bruit, c'est un prédateur, mais la plupart du temps, ce ne sera pas un prédateur, le bruit, ce sera le vent ou ce sera une autre personne qui ne vous veut pas de mal. Hein. Donc on va se tromper le plus souvent avec ces coïncidences, en pensant que c'est vrai. Et c'est exactement le mécanisme qui est à l'œuvre aussi dans les théories du complot. Alors là, je vais vous montrer, parce que cette méthode de la croyance, à partir de coïncidences ou à partir de données erratiques, on croit, quelque chose est vrai, on croit trop vite. On voit, ça donne lieu à plein d'humour, parce que justement, on peut montrer l'erreur de la méthode par l'humour. Alors, je vais vous montrer une deuxième petite vidéo, plus courte cette fois, qui est cette fois assez drôle. Si vous pouvez nous mettre le complot. Alors, si vous aimez, ça vous intéresse, là, il y en a plein d'autres. Hein. Si vous tapez le complot Canal+, ils sont tous sur YouTube. Donc, vous avez Zlatan, le complot Michael Jackson, vous avez les Schtroumpfs, il y a plein de complots. Parce qu'effectivement, en cherchant des coïncidences, on en trouvera toujours. Certains se sont amusés, par exemple les pyramides, on trouve le nombre d'or, on trouve pi dans les pyramides, mais certains ont pris un kiosque à journaux, et ils ont pris les mensurations, et ils ont trouvé aussi le nombre d'or, etc. Donc on peut toujours trouver des coïncidences, et il ne faut pas croire à partir de ça, c'est une mauvaise méthode. Donc ça, vous voyez l'exemple. Après, pardon. Il y a d'autres biais cognitifs, mais je ne vais pas tous les faire, mais si ça vous intéresse, dans mon livre, j'en parle. Il y a d'autres biais cognitifs parce que ce n'est pas le seul qui nous mène à croire à des complots. Par exemple, le biais d'intentionnalité, c'est l'idée qu'on a tendance à percevoir des intentions humaines là où il n'y en a pas forcément. Ça, c'est un petit peu aussi les croyances religieuses. On se dit, mais le monde est beau, donc il y a une intention, il y a quelqu'un qui l'a créé. Ça, ce serait un biais d'intentionnalité, c'est-à-dire qu'on n'a pas de preuves, en tout cas pour un scientifique, il n'y a pas de preuves suffisantes. Et donc, ces biais cognitifs nous amènent à croire à toutes sortes de choses. Et voilà comment est-ce qu'on explique pourquoi ces anciennes croyances au complot ou à la pleine lune ou autres, pourquoi est-ce qu'elles continuent d'exister. Parce que même les plus grands scientifiques ont ce même mode de pensée intuitif rapide. Simplement, l'autre mode de pensée qu'on a aussi, qu'on appelle le système 2, c'est un mode de pensée plus critique. C'est justement ce qu'on est en train de faire maintenant, de regarder, mais au niveau scientifique, est-ce qu'il y a un lien entre la pleine lune et le sommeil? Ce serait le système 2, c'est-à-dire une pensée critique qui prend beaucoup de temps, qui est pénible. Il faut des années pour savoir si c'est vrai ou faux. C'est la même chose, l'enquête. Pour enquêter sur un complot, ça va prendre des années, ce sera pénible, etc. Donc on voit qu'on a en tout cas ces deux modes de pensée. Tout le monde a ces deux modes, simplement on peut l'entraîner, le système 2, ce système critique, on peut l'entraîner, ça s'apprend avec l'éducation, et voilà, donc c'est ce qu'on peut faire. Et d'ailleurs, pour combattre le complotisme, on peut justement essayer d'exercer notre esprit critique pour justement douter, mais douter raisonnablement. Le doute complotiste, il est plus raisonnable parce que c'est une méthode de croyance. Donc, si on doute avec cette méthode, on peut douter de tout. On peut penser que tout ce que dit Macron, c'est du mensonge. La seule chose qu'on peut faire, si Macron a fait quelque chose de mal, c'est enquêter et le prouver. On ne peut pas croire, parce que si vous croyez, vous pouvez croire que tout ce qu'il a dit, c'est du mensonge, c'est de la manipulation, etc. Donc, vous n'avez pas en fait, avec la méthode des croyances, on n'a pas de moyen de savoir si c'est vrai ou faux. On va croire que tout est vrai, mais tout peut être vrai, puis tout peut être faux. Donc là, voilà un petit peu cette idée de biais cognitif. Et je dirais la troisième dimension qui explique pourquoi il y a ces croyances aux théories du complot, donc après Internet, après les biais cognitifs,
Alors il y a aussi les facteurs de personnalité, une personnalité un peu plus paranoïde, parce qu'il y a des gens, alors c'est une paranoïa normale, c'est-à-dire que dans la rue, on peut tous être paranoïaques aussi. Quand vous passez dans la rue devant un petit groupe de personnes et qui se mettent à rire, vous allez vous demander, mais est-ce qu'ils sont en train de se moquer de moi? C'est normal. Mais il y a des gens qui ont plus souvent ce genre de pensée, et ceux-là vont croire plus souvent aux théories du complot, parce ils se méfient des autres, et plus vous méfiez des autres, plus vous pensez que les autres peuvent faire des actions immorales, comme des complots ou autres. Donc ça, c'est bien connu. Alors ça, c'est des facteurs psychologiques, et donc la troisième famille, ce serait des facteurs sociaux et politiques. Ça, c'est une sphère importante des théories du complot, c'est que dans les grands sondages qu'on a dans tous les pays, des centaines de milliers de personnes, on trouve que les personnes qui croient le plus aux théories du complot, c'est les gens qui sont en bas de l'échelle sociale. Les gens qui sont stigmatisés, qui ont des difficultés économiques, etc. Mais c'est toujours une moyenne, c'est statistique, c'est-à-dire c'est une grande tendance. Il y a de nombreuses exceptions. Évidemment, ceux qui créent les théories du complot, ils sont éduqués, etc. Mais on trouve dans les études que ceux qui croient majoritairement, ils ont un plus faible degré d'éducation, ils ont plus de problèmes dans la vie. Et aussi les extrêmes politiques, on retrouve plus de théories du complot à l'extrême gauche et à l'extrême droite, surtout encore plus à l'extrême droite qu'à l'extrême gauche. Et ça s'explique assez bien, si vous voulez, ces trois résultats. C'est que la théorie du complot, finalement, c'est un discours de revanche contre les élites. C'est un discours irrationnel parce que vous n'avez pas de preuves. Vous dites, bon, ils sont pédophiles satanistes parce que j'ai vu une vidéo qui disait ça. Mais c'est un discours de revanche. Ça explique pourquoi vous êtes, vous, pauvres et vous avez des difficultés dans la vie. C'est parce qu'il y a des élites diaboliques qui nous gouvernent. Donc vous voyez que ça nous donne un sens. Et alors les extrêmes politiques, c'est aussi évident. Ils n'aiment pas le système dans lequel on vit. Ils aimeraient changer, faire la révolution. Donc ils vont prendre tout ce qui va dans leur sens, y compris des accusations sans preuves suffisantes. Donc voilà un petit peu les trois, ce qui explique l'avènement des théories du complot, c'est ces trois sphères, sociopolitiques, psychologiques et Internet, très simplement. Donc voilà, et une autre chose qu'ont montré les études, et je vais terminer là-dessus, c'est finalement ces théories du complot, elles ont des conséquences négatives. Et c'est pour ça aussi qu'on se permet de les juger et de les critiquer. C'est-à-dire que si c'était des croyances comme la pleine lune sur les légumes, ça fait de mal à personne finalement. Donc on ne va pas se mettre à les critiquer, puis on ne va pas se mettre à dire aux gens ne croyez pas ça. Mais les théories du complot, il y a un danger. Il y a un danger pour la politique et la démocratie, c'est-à-dire qu'on remet en doute tout ce que font les autorités. Alors que ce qui est plus juste, ce serait la science du complot. Il faut enquêter, il faut des contre-pouvoirs. Mais il ne faut pas croire à tout. Si vous voulez, l'exemple, c'est de nouveau Sarkozy. Ça ne sert à rien de croire que tous les politiciens sont corrompus et qu'ils sont tous membres d'une secte pédosataniste. Par contre, c'est très utile d'enquêter sur celles et ceux qui font des actes illégaux. Donc il faut renforcer la science du complot et les contre-pouvoirs, mais ça ne sert à rien de croire à tout. Donc ça, c'est évidemment une chose qu'on peut faire. Un autre danger des théories du complot, c'est au niveau scientifique, on remet en question les théories, le réchauffement climatique, on remet en question la vaccination, et on pense que c'est dangereux. Et donc, ça pose un problème. On en discute assez avec ce fameux pass sanitaire. Un autre danger, peut-être le plus grand danger, c'est aussi celui qu'a évoqué Mathis avec Trump, c'est le danger de la post-vérité. Moi, je dirais que c'est ça le plus problématique à moyen terme des théories du complot, c'est cette espèce de brouillage de la vérité, parce que sur les sites alternatifs, les gens croient vraiment ce qui est écrit. Ils croient, vous avez vu, dernièrement aussi, ils étaient aux États-Unis, ils attendaient, je ne sais plus quel Kennedy, ils pensaient qu'il n'était pas mort et qu'il allait revenir. Donc, il y a vraiment, ces gens croient à une espèce de réalité qui est complètement différente de la vraie réalité, parce qu'en fait, ils ne se renseignent plus que sur les sites alternatifs, et en plus, ils ont ces biais cognitifs, comme tout le monde, qui leur font croire que c'est vrai. Dès qu'ils lisent, ils voient 3 vidéos là-dessus, et ils pensent que c'est vrai. Donc là, il y a réellement un danger, parce que ces gens ne voient plus la même réalité que nous. Et le danger pour la démocratie, c'est que pour les votations ou les processus démocratiques, il y a un danger. Même en Suisse, où on a la démocratie directe, on peut voter, il y a des votations tous les 2 mois, 3 mois, et il y a des élections, bien sûr, aussi très souvent. Mais là, on a déjà voté 2 fois sur la loi Covid. Et en fait, ils nous disent on vit dans une dictature sanitaire. On est là, une dictature sanitaire qui fait voter tous les 6 mois sur la dictature, ça va, comme dictature. Donc, ils confondent, parce que la démocratie, finalement, c'est la dictature de la majorité. Une fois que la majorité a décidé, vous devez suivre l'avis de la majorité. Donc voilà, ils confondent, je crois, une vraie dictature, où c'est la dictature d'une minorité, d'une personne, et ils confondent avec la démocratie, qui est la dictature ou la tyrannie de la majorité.
Voilà. Et c'est dangereux parce qu'en fait, ils nous disent déjà maintenant, la votation aura lieu dimanche prochain, la deuxième, sur le pass sanitaire, et ils nous disent déjà, attention, ça va être truqué, surveiller les bureaux de vote et tout. Donc c'est quand même assez inquiétant, hein, dans le pays qui est peut-être le plus démocratique au monde, la Suisse, puisqu'on a ces outils de démocratie directe qui sont effectivement bien, mais bon, qui peuvent être aussi manipulés, et ça peut être aussi un peu un danger. Mais voilà, donc là, il y a vraiment clairement un danger, et c'est pour ça aussi qu'on critique un petit peu ces théories du complot. On ne peut pas ne pas les critiquer. Et aussi du fait que, comme je l'ai dit, c'est que ces théories du complot, c'est quand même des graves accusations. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire ce soir sur les théories du complot. Et j'attends vos questions, remarques et exemples aussi, volontiers. Merci.